Je m'appelle Rosalie Beurassis, je suis mariée, j'ai 2 filles qui ont 11 et 13 ans et j'habite à Porrentruy. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai étudié les sciences sociales à l'Université de Lausanne avant de revenir dans le canton du Jura pour exercer la fonction de déléguée au développement durable au service de l'aménagement du territoire. En parallèle à cet emploi à temps partiel, j'ai travaillé également pendant quelques années à Équiterre, une association active dans le développement durable sur Genève. Et puis, depuis 2014, je travaille à Jurassica en tant que responsable administrative. Je suis également engagée en politique depuis de nombreuses années. J'ai fait 13 années au conseil de ville à Porrentruy. J'ai présidé ce même conseil de ville en 2009. Depuis 2016, je siège au Parlement jurassien et je suis conseillère municipale en charge du département de l'équipement depuis 2018. Parmi tout ce que vous m'avez dit, toutes ces activités, est-ce qu'il y a une mesure, un projet, quelque chose dont vous êtes particulièrement fier d'être arrivé au bout, ou bien dont vous aimeriez parler pour commencer? Ben voilà, c'est vrai qu'avec les années, j'ai mené différentes interventions. L'année dernière, j'ai notamment au niveau du Parlement été active en faveur de la grève du 14 juin. Donc le thème de l'égalité me tient à cœur. Et puis si on remonte un peu plus loin dans les différentes interventions, peut-être mentionner également différents thèmes en lien avec l'énergie et puis le souhait de développer une centrale solaire photovoltaïque collective à Porrentruy qui devrait voir se réaliser dans le cadre du projet de la patinoire. Ça veut dire qu'effectivement, dans le cadre du nouveau projet de patinoire, il est prévu d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de la patinoire et puis de fonctionner avec des prêts citoyens, c'est-à-dire que c'est les citoyens et citoyennes qui peuvent acheter 1 mètre carré, 2 mètres carrés. De ce point de vue-là, ça permet d'avancer des fonds. Les collectivités sont quittes de devoir emprunter pour réaliser cette toiture photovoltaïque. Et puis, en contrepartie, eh bien, c'est comme un investissement, il y a des intérêts. Donc, les citoyennes et citoyens retouchent une partie de leur investissement sous forme d'intérêt annuel. Ça, c'est quelque chose, je vous ai entendu dire qu'il faut que toute la population suisse puisse participer à ce changement énergétique. Est-ce que le poids de cette transition énergétique, elle doit vraiment être supportée par les citoyens pour vous? Alors je pense qu'il y a un effort plus grand. Il faut que cette transition énergétique elle soit portée en termes de volonté par les citoyennes et citoyens et puis qu'également elle soit supportable par eux. Ça veut dire qu'elle doit se faire en tenant compte de la justice sociale. Ça veut dire qu'on ne peut pas que passer justement par des taxes et par des mesures qui ne seront pas payables par les personnes qui ont aussi des petits pouvoirs d'achat. Et on doit vraiment veiller à ce que les mesures qui sont prises pour ce changement climatique tiennent compte de l'entier des situations. Donc on doit vraiment veiller à toute la chaîne pour que tout le monde soit bénéficiaire quelque part des différentes mesures qui sont prises. Et puis il y a une partie de mesures incitatives, donc où là la collectivité publique doit inciter via des programmes de soutien comme l'assainissement, comme le programme bâtiment, aider les propriétaires à prendre des mesures. Et puis, il y a une partie qui doit peut-être être plus contraignante. Et dans ces mesures plus contraignantes, on doit veiller à ce que ce soit proportionné en fonction justement des différentes situations. On pourrait vous répondre que ça va coûter quand même beaucoup d'argent au canton. Cet argent, on l'a. Effectivement, selon le type de mesure, ça pourrait coûter de l'argent. En même temps, dernièrement, je lisais que chaque année, les Jurassiennes et les Jurassiens dépensent 30 millions pour juste acheter du mazout. Et puis, on ne parle pas du gaz ou on ne parle pas de l'essence. Donc, on imagine que si on arrivait à investir pour
produire localement des énergies renouvelables qui soient consommées localement, ça pourrait générer une énorme dynamique au niveau financier. Donc il y a énormément d'enjeux financiers derrière les énergies fossiles. Aujourd'hui, c'est de l'argent qui part à l'extérieur. Si on arrivait à en capter une partie pour qu'elle revienne sur l'économie locale, c'est aussi un énorme gain. Pour le canton du Jura, pour moi, c'est de l'investissement durable et responsable aujourd'hui que d'investir dans les changements climatiques, parce que sinon, dans 10, 15, 20, 30 ans, on devra payer bien plus cher que ce que ça nous a coûté aujourd'hui. Vraisemblablement, l'éolien pose beaucoup de problèmes dans le canton. On va vraisemblablement renoncer à la géothermie, qui font pourtant partie de la stratégie énergétique 2050. Est-ce que ces renouvelables, c'est pas un peu une solution miracle, et est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin? Est-ce qu'il n'y a pas des mesures vraiment impopulaires à prendre? Une réduction du pouvoir d'achat, par exemple, qui pourrait passer par une réduction de la surface habitable, etc., par personne? Alors, c'est sûr que pour parvenir à la transition énergétique et puis à la neutralité carbone, il y a d'une part diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Alors ça passe par des économies d'énergie, ça c'est évident. Alors l'assainissement des bâtiments, c'est une mesure, mais c'est vrai que ça passe aussi par des appareils plus efficients et ça passe aussi par des changements de pratiques. Gentiment, il faut quand même se poser la question, on parle de proximité dans l'agriculture, dans la consommation, et c'est vrai que d'une part, on est soucieux de cette transition, de cette urgence climatique, et puis d'autre part, on commande sur Internet, donc on est nous-mêmes incohérents. Malgré tout, on a besoin quand même d'avoir de l'énergie et de l'énergie renouvelable, donc on doit produire. Il y a quand même cette volonté des gens de conserver un niveau de vie, de ne pas réduire leur niveau de vie. Oui, alors il faudra accompagner, ça veut dire que les choses, en même temps, il y a une urgence et en même temps, on a besoin de temps. C'est vrai qu'on est dans cette ambivalence. Ça veut dire qu'on sent l'urgence climatique. Dernièrement, j'ai participé à une conférence où le conférencier informait sur le fait que 35% du CO2 qu'on dégage aujourd'hui, on va le retrouver encore dans l'atmosphère dans 10 000 ans. Donc on est dans des temps qui sont complètement... il y a une urgence d'agir maintenant, puis on est dans des temps géologiques ou planétaires qui sont loin. En même temps, quand on dit 2050, c'est demain, et en même temps, c'est dans longtemps pour la population. Donc on doit prendre le temps, je pense, d'informer. On doit axer sur les mesures qui aujourd'hui ont un bon accueil. Le solaire a un très bon accueil, le bois a un très bon accueil. La géothermie profonde, effectivement, il y a des grandes résistances, mais par contre, il y a toute la géothermie pour les villas individuelles et autres, où là, ça se passe plutôt bien. Pour moi, il faut vraiment que dans un premier temps, on se concentre sur ce qui a de l'efficacité et qui est porteur. On a beaucoup de leviers qu'on n'utilise pas, et notamment aussi des leviers au niveau de subventions fédérales où on pourrait davantage les activer. Mais il faut une véritable volonté politique aujourd'hui de dire on met ce point-là à l'ordre du jour et puis on développe une stratégie climatique cohérente au niveau de l'entier de la société qui intègre les différentes composantes au niveau industriel. Il faut que ça puisse profiter aux PME. Il faut que ça puisse profiter. On doit aussi réfléchir à travailler dans l'innovation avec les PME, on doit travailler avec les agriculteurs. Et puis, si on arrive à démontrer que tout le monde a une possibilité et un gain derrière, eh bien, on avancera beaucoup plus vite. Et puis, je pense que dans un premier temps, c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas aussi réfléchir à des mesures peut-être plus contraignantes, mais je crains que si on commence par les mesures contraignantes, on ne puisse même pas développer les premiers leviers. Et à voir après quels sont les potentiels et les améliorations qu'on arrive à gagner avec des mesures qui sont rassembleuses. Et puis, une fois qu'on aura pu faire le bilan de ces mesures rassembleuses, on pourra alors se concentrer peut-être sur un deuxième volet avec peut-être des mesures plus contraignantes si c'est nécessaire. On va revenir juste sur le soutien aux agriculteurs plus tard. Vous avez beaucoup parlé de privilégier les circuits courts. Oui. Concrètement, quel projet? On parle d'imposer un quota de produits locaux dans les coop et les Migros, de subventionner des petits commerces. C'est quoi favoriser les circuits courts? Alors, c'est déjà travailler avec les partenaires qui œuvrent déjà aujourd'hui
à ça. Hein. Donc il y a des partenaires dans le canton du Jura, notamment la Fondation rurale, interjurassienne, via des labels qui font la promotion. Il y a des partenaires institutionnels. Donc voilà, c'est sur eux qu'il faut s'appuyer pour développer effectivement des produits, des projets qui encouragent ce mode de consommation. Sur la question de l'agriculture, oui. On va voter sans doute en 2020 sur l'interdiction des pesticides sur 2 initiatives, mais uniquement des pesticides de synthèse. Oui. Or, on sait quand même que ce n'est pas tant l'usage de pesticides de synthèse qui pèse sur la biodiversité, mais plutôt la pratique des monocultures et la quantité de surface agricole qu'on utilise. Vous appartenez à un parti apparenté avec les Verts qui va sans doute pousser pour ces 2 initiatives. Déjà, votre opinion à ce sujet, et est-ce qu'une interdiction ne risque pas de peser sur le secteur de l'agriculture jurassienne sans réel bénéfice concret pour l'environnement? Alors pour moi, on doit surtout profiter du fait que ces thématiques viendront sur la scène politique pour amener la discussion. Évidemment que sortir des pesticides de synthèse, c'est un idéal vers lequel on doit tendre, ou en tout cas essayer de tendre. Après, dans les faits, on se rend bien compte que ce n'est pas forcément tout simple. Et puis aujourd'hui, il y a une partie de l'agriculture qui fonctionne en bio, je crois que c'est à peu près 20%. Il faut que ça réponde aussi à une demande. Et puis, on a beaucoup d'agriculteurs qui travaillent à améliorer leurs pratiques. L'objectif n'est pas de dire de stopper. Leurs pratiques, c'est pas donner des leçons un peu à des gens qui font de leur mieux. Ben bien sûr, alors c'est sûr que j'ai un grand respect pour le travail de la terre, pour le monde agricole qui s'engage dans des conditions qui sont de loin pas toujours très faciles. L'objectif n'est pas de brimer la production suisse ou locale et puis de devoir aller s'approvisionner dans les autres pays qui seront beaucoup plus laxistes. Je pense que c'est jamais très bon de prendre des mesures très radicales. On peut profiter justement de la discussion qui va se passer au niveau politique pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer certaines choses. Vous parliez des monocultures, il y a tout un travail sur les lisières pour garder les lieux de vie des animaux qui doit être à mener, peut-être axé sur des mesures au niveau de la biodiversité. Et puis par ailleurs, les pesticides de synthèse, on voit maintenant la problématique du chlorotanoline qui a été déclaré cancérigène, qui est déjà interdit, mais par contre on va le retrouver encore pendant des années dans les sources, et puis ça a des conséquences. Donc je pense qu'il faut travailler en partenariat entre politique, les différents partis politiques et le monde agricole, effectivement. L'objectif, c'est quand même qu'en termes de souveraineté alimentaire, on atteigne un minimum de 60% au niveau national. Je veux dire, ça c'est sûr. Pour moi, c'est un objectif qui est important. Pour ça, il faudra peut-être passer par plus d'agriculteurs. Comment on donne envie aujourd'hui à un jeune de devenir agriculteur ? C'est une bonne question. J'ai eu la chance, pendant mes études, j'ai travaillé plusieurs étés au centre de récolte des céréales. Et puis, c'est vrai qu'on a eu, à un moment donné, on avait des petites exploitations, enfin des petites moyennes exploitations, et puis pour survivre, les agriculteurs ont dû toujours avoir davantage de terres pour pouvoir vivre de leur production quelque part. Et si dans la famille, si on n'a pas la chance quelque part d'être fils d'agriculteur, et encore, je veux dire, ou fille, et si on est 2 ou 3 à être intéressés par le métier d'agriculteur, c'est compliqué parce qu'on voit qu'aujourd'hui, je n'ai pas le nombre d'hectares qu'il faudrait pour qu'une famille puisse vivre de manière digne. Donc ça pose effectivement différentes questions sur l'agriculture. On voit aussi différents types maintenant de modèles qui se développent, et notamment des collectivités qui achètent des terrains aux alentours des villes. Pour inciter les jeunes, il faut qu'on puisse démontrer qu'aujourd'hui, être agriculteur, ça reste un beau métier.
Ça, c'est une chose. Et puis que le monde politique est là en soutien aussi, parce que c'est une activité qui est vitale pour notre société. Et puis peut-être développer d'autres types de modèles avec peut-être des jardins, enfin, ou des terrains qui seraient propriété des collectivités publiques et puis qui seraient mis à disposition de maraîchers, de maraîchères pour des productions de légumes. Les transports sont un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a le syndic de Lausanne, par exemple, récemment, qui a proposé de subventionner un abonnement général à 100 francs pour les moins de 25 ans. Première question, bonne idée, mauvaise idée, à appliquer dans le Jura ou non? Et si oui, comment on finance? Alors la promotion des transports publics, ça c'est sûr, que c'est un axe important. Également des déplacements à pied, à vélo, la mobilité douce. Après, par rapport à ces transports publics, ce qui est indispensable, c'est d'avoir une offre qui est attractive. Aujourd'hui, dans le canton du Jura, sur ces dernières années, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et je pense qu'on peut dire que l'offre est attractive. Le même postulat a été déposé au Conseil de ville de Delémont sur la gratuité des transports publics. Et puis ça, c'est vrai qu'on a deux tendances. Le principal problème, ça reste, même si je suis alors très sensible à ça, et puis je pense que pour les jeunes qui ont moins de 25 ans, il faut vraiment qu'on puisse être proactif, parce que c'est aussi des habitudes. Quand on n'a pas l'habitude de prendre le train, c'est quelque chose de pas tout simple, étonnamment. Et à l'inverse, quand on a l'habitude, c'est des réflexes qui sont là puis qui perdurent. Donc on doit privilégier effectivement ces habitudes, mais la question du financement est très problématique parce qu'on est vite dans des montants assez conséquents. Mais par contre, en termes de CO2, c'est un levier important, parce que je crois que c'est 30% du CO2 qui est émis par le domaine de la mobilité. Ouais, c'est ça, les grandes idées, oui, il y a cette question qui est importante, mais effectivement, vos deux opposants et opposantes, vous répondrez sans doute que ça coûte cher et qu'on ne peut pas financer. On est tenu au frein à l'endettement, etc. Dans un contexte pareil, il faut faire tourner un appareil. Alors, c'est évident que les finances, c'est un souci permanent. Donc, en tant que gouvernement, c'est évident, en tant que membre d'un exécutif, que c'est une préoccupation qu'on a au quotidien. Moi, je le vis à la municipalité de Porrentruy. Donc, on doit veiller à une gestion saine des finances cantonales. Moi, ce que je constate, c'est que sur les 5 dernières années, le degré d'autofinancement, si on regarde les comptes, il est supérieur à 100%, donc il est à 101,5%. Et aujourd'hui, pour moi, on est à une croisée des chemins. Ça veut dire qu'on a fourni un énorme travail de rattrapage en matière d'infrastructure pour, dans le cadre de la création du canton du Jura. Aujourd'hui, on a 40 ans, on a ces infrastructures qui sont là et on doit pouvoir à nouveau investir. Alors quand je dis investir, ce n'est pas ne pas veiller à la manière dont on dépense de l'argent. Au contraire, c'est de se dire on est à une période où on doit prendre un virage clair. Moi, je pense dans le domaine climatique, c'est mon postulat. Je pense que c'est un thème qui peut rallier beaucoup de personnes et qui serait profitable, bénéfique à l'économie locale. Et aujourd'hui, on doit prendre le risque d'investir dans ce domaine-là et, si nécessaire, d'assouplir le frein à l'endettement. Le projet Repenser l'État, qui finalement s'est traduit surtout par un débat sur la réorganisation des postes de travail. Est-ce que finalement, ce n'est pas un mal nécessaire, une meilleure efficience au niveau de l'État pour justement dégager des fonds pour financer des mesures climatiques, sociales, etc. Alors, un mal nécessaire, j'espère pas, mais en tous les cas, le projet Repenser l'État est effectivement très bienvenu. C'est un travail qui doit se faire quelque part, qui devrait se faire de manière permanente. Quand on a une administration ou bien une société,
constamment, on doit se poser des questions sur la manière dont on fonctionne pour que celle-ci soit la plus efficiente possible. Donc aujourd'hui, le projet Repenser l'État, il est lancé, il y a de l'énergie qui est mise vraiment dans ce projet-là, ce que je salue. Et puis pour moi, ça doit perdurer comme une cellule de veille. Ça veut dire qu'à tout moment, quand on est dans un exécutif, quand on est dirigeant, on doit se poser la question si la manière dont on fonctionne, elle est adéquate. Les axes de travail sont multiples. Il y a un volet qui doit travailler ou qui porte sur l'amélioration des procédures, des processus. Là, je connais les rouages de l'administration cantonale, mais c'est vrai que les procédures et les processus sont longs et lents. C'est propre à une administration, mais je pense qu'on a quand même une possibilité, notamment par des délégations de compétences plus importantes, de rendre ces processus plus efficaces. Un deuxième volet porte sur la digitalisation. Là aussi, on a une transformation de la société. Et puis, c'est vrai que les pratiques ou les besoins et les moyens, les manières de s'adresser à l'administration cantonale changent. Et puis, il y a les deux autres volets qui sont, travailler sur les prestations, et puis voir si toutes les prestations sont toujours en adéquation avec les attentes de la population, voir si certaines doivent être, on doit peut-être renoncer à certaines, soit parce qu'elles sont plus adéquates, soit parce qu'il y a un choix politique qui est fait, pour en renforcer d'autres. Et puis le dernier volet qui porte sur les recettes, et puis comment augmenter les recettes dans le canton. Mais pour moi, alors c'est évidemment un dossier qu'il faut mener, et puis sur lequel on doit constamment se poser des questions et puis chercher à être performant pour que d'un point de vue du fonctionnement du ménage cantonal, effectivement, celui-ci soit efficace et puis puisse être sain. Ça, c'est évident. Dans ce contexte, comment on recrée on crée des emplois attractifs pour les jeunes, pour faire notamment revenir les jeunes dans le canton après leurs études? Est-ce que l'État peut se charger de créer ces postes de travail attractifs? Est-ce que le privé a le monopole du travail stimulant et bien rémunéré? Alors, la République canton du Jura doit être un employeur attractif. Ça, c'est sûr que dans la manière, dans les postes de travail qu'il propose, ça doit rester un employeur qui donne envie, qui fait envie. Hein. Ça peut être par différentes mesures. Aujourd'hui, il y a le télétravail qui est développé au sein de l'administration, mais il y a effectivement des réflexions à avoir sur les partages d'emplois. On voit de plus en plus des personnes qui souhaitent travailler aussi à temps partiel. Donc comment est-ce qu'on aborde la question des temps partiels également dans les postes à responsabilité? Par contre, par rapport à l'attractivité, c'est sûr que quand on est jurassien, qu'à un moment donné dans son parcours de vie, on doit s'expatrier pour étudier ou pour d'autres raisons, la grande majorité des jurassiennes et des jurassiens souhaiteraient revenir. Je pense, je le postule, je l'espère en tous les cas. Et puis que souvent l'emploi est un frein à ce retour dans le Jura. Alors, il y a plusieurs volets, mais là, on doit travailler en partenariat, le canton doit travailler en partenariat avec le secteur, avec le monde économique et les entreprises de la place pour que les emplois qui sont aujourd'hui sur le marché du travail, eh bien, il y a peut-être davantage de réseautage qui soit fait avec les étudiants pour que les étudiants puissent, ou les jeunes puissent voir quelque part les postes qui existent dans le canton du Jura, parce qu'il y a des fois aussi de la méconnaissance. Donc on doit créer des conditions favorables pour qu'il y ait un réseau entre les entreprises et puis les jeunes. L'offre d'emploi, les conditions cadres, c'est une chose. Il y a aussi le dynamisme de la région, l'attractivité. Oui. Ce qui peut aussi pousser certaines personnes à ne pas revenir, c'est peut-être le manque de vie nocturne, le manque d'offres culturelles, le manque d'offres en termes de cinéma, en termes de musique, etc. Est-ce qu'on a de l'argent à investir là-dedans encore? Est-ce qu'on en trouve? Est-ce qu'on doit se contenter d'aller à Bâle, à Bienne? Comment... Alors, pour moi, qui vis dans le Jura, je ne souffre pas, peut-être que vous ne partagerez pas mon appréciation, mais je ne souffre pas d'un manque de vie culturelle ou même vie nocturne. Je trouve qu'on a une région qui est très dynamique. En termes d'offres culturelles, on a la chance d'avoir tout un tissu d'associations dans le domaine, que ce soit dans le domaine théâtral, on a aussi des productions, on a une offre qui est quand même vraiment particulièrement riche. Alors, et puis après, musicale,
Enfin, voilà, au niveau des expos, il me semble toujours que moi, je manque de temps pour pouvoir profiter de l'offre qui existe et que ce n'est pas l'inverse. Par contre, c'est vrai que je reconnais, hein, je veux dire, j'ai vécu plusieurs années sur l'arc lémanique. Il y a encore une autre dimension qui est liée au nombre de personnes. Donc, voilà, après, si moi je prétends qu'aujourd'hui, dans le canton du Jura, on peut avoir une belle conciliation, et c'est surtout là-dessus qu'on peut peut-être se démarquer. On peut avoir une belle conciliation entre une possibilité de bénéficier d'une vie culturelle riche, tout en bénéficiant d'un cadre de vie qui est préservé, qui est aussi calme, qui est proche de la nature, donc, et puis en termes de sécurité qui est également intéressant. Par rapport à la culture, c'est évident que c'est un domaine qu'on doit soutenir parce que c'est un grand facteur d'attractivité pour une région que d'avoir une offre en termes de musées, de spectacles, de cinéma qui soit attractive. Et puis on a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de bénévoles qui s'engagent dans les fanfares, dans les cinémas pour faire vivre ces lieux de vie. Et puis on doit être un partenaire pour les soutenir. Autre sujet, récemment, il y a eu une mesure de la part de Martial Courtet sur l'interdiction des téléphones portables dans les écoles. Donc, je crois que vous êtes plutôt favorable à cette mesure. Oui, c'est le cas. Est-ce que c'est pas ce genre de décision ne passe pas un peu à côté du cœur du problème, de la dépendance, de l'addiction, de l'éducation aux médias, de la formation d'esprit critique, etc., en interdisant, est-ce que c'est pas un peu une abdication de la part de l'école face à cet enjeu de la jeunesse qui est la formation, la sensibilisation numérique. Ouais. Alors, moi, je suis, en tant que maman, c'est vrai que je suis favorable à cette mesure. On est un peu, voilà, c'est vrai que les adolescents aujourd'hui ont ces appareils qu'on ne connaissait pas, en tout cas pour ma génération quand on était jeune, et puis on voit l'importance que ça prend dans leur vie, alors avec plein d'effets positifs, hein, ça c'est évident, mais aussi avec plein d'effets auxquels on doit veiller. Alors la mesure d'interdiction des natels dans les écoles, c'est une mesure qui doit évidemment s'inscrire dans un cadre qui est plus large. Il y a tout un axe où on doit travailler aujourd'hui. Il y a eu d'ailleurs des conférences l'année dernière sur l'approche, le rôle de parent, comment est-ce qu'on peut discuter avec son enfant aussi des smartphones, enfin et puis comment est-ce qu'on peut cadrer aussi ces pratiques. Donc on doit d'une part réfléchir dans un domaine de la prévention, promotion de la santé, à comment est-ce qu'on peut travailler avec les smartphones, hein, je veux dire, voilà, aussi d'un point de vue pédagogique, comment est-ce qu'on peut cadrer ces pratiques, comment ensuite on peut prévenir les risques de dépendance à ces natels. On doit réussir à voir la problématique dans son ensemble. La mesure à l'école, c'est une mesure qui est ciblée dans un domaine qui, je pense, est juste, et puis on doit l'accompagner de toute une série d'autres mesures avec un cadre beaucoup plus large, que ce soit à la maison, que ce soit pour des enfants d'un point de vue pédagogique, que ce soit des risques de dépendance, et puis c'est que comme ça qu'on peut aborder ce genre de thématique. C'est évidemment pas tout blanc, pas tout noir, et puis on doit essayer de travailler pour avoir un ensemble qui est cohérent, et puis un message qui est clair aussi vis-à-vis des jeunes, et aussi vis-à-vis des parents qui sont des fois, enfin moi, voilà, un peu désemparés pour savoir comment, jusqu'à quel point on peut autoriser. En discutant avec des gens de 20 à 30 ans, disons, qui ont connu ça beaucoup plus, cette mesure de l'interdiction des téléphones portables, par exemple, j'ai senti plus de scepticisme, sans nier les dérives, etc. Est-ce que finalement, c'est pas plus facile de former les profs et le corps enseignant que les parents à répondre aux dangers de ces technologies, notamment des dépendances, mais aussi de tout ce qui est de l'ordre des fake news, de l'esprit critique, etc. Alors mais là, vous relevez un point qui est très important. C'est vrai que tout l'accès à l'information a énormément changé.
avec Internet, avec l'accès à ces smartphones. Et puis, on doit avoir une réflexion mais qui est vraiment au niveau de la société. On voit que toutes les pratiques changent, les pratiques professionnelles, les pratiques scolaires. Donc, on doit pouvoir avoir un discours qui soit clair et adapté au niveau de notre société, et puis réussir à bénéficier de tous les apports que peuvent amener ces technologies, et en même temps tenter de se préserver contre tous les aspects néfastes. C'est effectivement la société qui va aborder ça de manière différente en fonction de son âge et de ce qu'on a vécu comme enfance. On se projette toujours un petit peu. Donc c'est vrai qu'on doit aussi adapter son discours aux nouvelles réalités et puis travailler à un discours partagé avec les différentes générations. C'est aussi à ça que sert le débat politique, justement, d'amener des thématiques sur la table, d'échanger et puis d'essayer de trouver des solutions à des nouveautés ou à des changements de société. Toujours sur le thème de l'école, récemment un rapport a souligné le manque d'heures de sport, on manque d'infrastructures. C'est aussi en haut de la pile des priorités ou c'est plus bas ou... Alors j'ai vraiment une approche très promotion de la santé, je dois avouer. Et puis c'est vrai que c'est en lien effectivement la santé mentale, la santé physique, ça doit contribuer au bien-être global d'une société, et on doit... on parlait des dépendances, on doit se préoccuper pour les jeunes, pour toute la société, de la santé mentale aujourd'hui, c'est un volet qui est vraiment important, et le bien-être aussi phisique en fait partie. Pour moi, j'aime le sport, hein, ça c'est évident, et puis je peux que encourager son activité, sa pratique. Je souhaite surtout qu'aujourd'hui, au quotidien, les gens bougent plus, les jeunes, les moins jeunes. On doit encourager la population à davantage se déplacer à pied, se déplacer à vélo, si possible faire 1 ou 2 heures de sport par semaine avec une intensité un peu plus élevée, et puis si on a la chance de faire encore une pratique plus relaxante pour avoir un bel équilibre. Alors dans la semaine, des fois on n'a pas le temps de tout faire, mais il faudrait qu'on incite, et puis dans la manière aussi dont on planifie l'espace urbain, dont on parlait avant de transport public, ayant travaillé plusieurs années dans le développement durable, c'est vraiment cette vision-là que j'ai aujourd'hui, pouvoir avoir des conditions favorables pour du vélo ou des pistes cyclables qui nous permettent de nous rendre au travail ou à l'école en vélo ou à pied de manière sécurisée, et ça contribue également à la promotion du sport, et puis ça contribue à sa propre santé, et puis ça permet également d'avoir des effets favorables sur l'environnement. Donc on doit essayer de trouver des pratiques qui sont cohérentes de tous ces points de vue-là, et je pense qu'il y en a plus que ce qu'on ne croit. J'ai contacté 1 ou 2 profs qui m'ont dit que le sujet de la maturité en 4 ans, du passage de la maturité en 4 ans, revenait de temps en temps sur la table. Oui, non, bonne idée, mauvaise idée. Je dois vous avouer que je n'ai pas réfléchi à cette question. Ça peut être une manière de démocratiser un peu l'accès à l'éducation supérieure sans pour autant d'évaluer ou créer des sous-effectifs dans la voie d'apprentissage, par exemple. Moi, je trouve surtout que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est tous les systèmes de transition et de passerelle qui existent. Et puis c'est vraiment là-dessus, plutôt que j'aurais tendance à dire, il faut qu'on persévère, qu'on renforce ces moyens-là. C'est vrai que y a beaucoup de possibilités. Si vous voulez, pour moi, le plus important aujourd'hui au niveau de la formation, c'est évidemment d'avoir une formation de qualité, et puis qu'à tout moment de son parcours, on puisse raccrocher pour se réorienter de manière différente. Je veux dire, on n'a pas tous... y a des enfants qui ont des grandes facilités scolaires dès le départ, d'autres qui se développent des passions plus tard, à 18, à 20 ans, et puis même plus tard, à 25 ans. Et puis il faut que toutes ces personnes puissent à un moment donné raccrocher un domaine, une passion, et puis pouvoir poursuivre leur projet professionnel. Alors la maturité sur 4 ans, je dirais pourquoi pas, mais pour moi ce n'est pas une priorité, ça serait plutôt ces passerelles, et puis la formation continue. Pour changer un peu de sujet, revenir sur le dynamisme de la région, vous avez beaucoup parlé de tourisme.
Est-ce que c'est un peu paradoxal d'être très engagé pour le climat et d'un autre côté de privilégier le tourisme qui est souvent pointé du Ouais. doigt comme étant un domaine qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, qui n'est pas très écologique? Ça dépend toujours quel tourisme. Et puis, dans le tourisme aujourd'hui qu'on connaît dans le canton du Jura, on a la chance d'avoir plutôt un tourisme familial, un tourisme doux. Et puis c'est sur cet axe, d'après moi, qu'on peut continuer à travailler et qu'on amène aussi une valeur ajoutée par rapport à d'autres régions. Et le tourisme à la ferme, c'est peut-être un tourisme un peu C'est différent. suffisamment C'est- c'est- porteur économiquement, ce genre de tourisme? Je pense que c'est même plus porteur que d'avoir si on met dans la balance, ben, on voit la ville de Lucerne, hein, qui souffre aujourd'hui de voir des cars qui viennent, qui s'arrêtent 2 heures, qui repartent, avec un flux qui est presque trop dense par rapport à sa capacité d'accueil. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qui me fait rêver comme type de tourisme. Par contre, des familles qui resteraient plusieurs jours, on a la problématique des nuitées. Aujourd'hui, les gens restent souvent une nuit, 2 nuits en moyenne. Il faudrait qu'on puisse parvenir à attirer des personnes plutôt sur plusieurs nuits pour qu'elles bénéficient vraiment à l'économie locale, qu'elles puissent profiter des différentes offres culturelles, des offres touristiques, et puis faire vivre les commerces, les restaurateurs, l'hôtellerie et la para-hôtellerie jurassienne. Au sein de cette élection, hein, votre ligne, ça représente la ligne des grands projets, de ce que d'aucuns pourraient appeler les beaux discours un peu. Au sein d'un collège, comme un gouvernement, est-ce que ça sera facile de ronger son frein, de s'entendre dire quand même qu'il y a cette rigueur budgétaire à respecter? Est-ce que c'est pas aller un peu au casse-pipe que de vouloir intégrer un collège exécutif avec ce genre de discours? Alors, je ne pense pas, et j'irai même plus loin parce que j'ai fait l'expérience que ce n'est pas le cas. J'exerce aujourd'hui la fonction de conseillère municipale à Porrentruy, et puis dans les dossiers, dans la manière d'amener des dossiers, on a la possibilité d'amener ces sensibilités-là. Quand on est autour de la table d'un conseil, on doit savoir travailler avec différentes sensibilités, on doit aussi savoir construire des majorités, et puis ça, c'est des compétences que j'ai pu expérimenter et que j'ai su démontrer. Une élection partielle pour 8 mois, toute une campagne d'affichage, des frais de campagne, etc. Est-ce que c'est pas un peu abscon dans la mesure où on revote dans 8 mois? Alors, le calendrier de cette élection partielle nous a été imposé, hein. C'était pas un choix, c'est pas le plus favorable par rapport peut-être la personne qui sera en place aura très peu de mois pour mener des projets. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est pas le plus favorable. Par contre, c'est aussi une magnifique opportunité, et dans la balance, je pense qu'on ne doit pas minimiser cet aspect-là, que de revivifier un petit peu la démocratie. Aujourd'hui, on voit malheureusement qu'on a toujours plus d'absentéisme lors des différentes votations, élections. On doit pouvoir renouer le dialogue entre le monde politique et la population, et donner aux gens envie d'aller voter, d'aller donner leur avis, et puis d'orienter, de dire ce qu'ils souhaitent pour notre canton à l'avenir. Et de ce point de vue-là, pour moi, la question du coût aussi de cette élection est revenue. Pour moi, c'est pas dans la balance, c'est évident que la démocratie doit vivre, et puis que c'est une opportunité de la faire vivre, et que comparativement, les coûts sont supportables. Il y a un choix qui est proposé aujourd'hui à la population jurassienne, avec différents profils, avec différentes manières, différentes personnalités, différentes manières de travailler et différents projets pour notre canton. Moi, je peux qu'inviter les jeunes et les moins jeunes à se questionner sur ce qu'ils veulent, et puis à aller voter le 9 février. Sur ce sujet du vote, Neuchâtel, le 9 février, vote sur le droit de vote à 16 ans. Oui. Bonne idée, mauvaise idée? Plutôt bonne idée, je Plutôt pense. bonne Ouais. idée. Alors, je pense que c'est bien, effectivement, de sensibiliser les jeunes au vote, ça c'est sûr. Le droit de vote à 16 ans me paraît une bonne idée.
Un jeune de 16 ans, ça reste très influençable, hein, ça reste très... Un jeune de 16 ans, un jeune de 25 ans, un jeune de 40 ans, un jeune de 60 ans, on reste tous à un moment donné dans nos vies influençables par différents réseaux et différents types de réseaux. Je pense que c'est important que les gens aient envie surtout de se forger une opinion et c'est surtout ça où il faut travailler. Ça veut dire que à 16 ans, c'est, je pense, plutôt une bonne idée, mais c'est surtout se donner les moyens et les outils de pouvoir se construire une opinion, d'avoir un esprit critique, de s'intéresser à la chose publique et d'avoir les outils pour décrypter des fois, alors peut-être moins au niveau des élections, mais au niveau de votation, des thématiques qui sont de plus en plus complexes. Et ça, c'est important et on doit réussir au niveau politique à amener les bonnes questions, à rester crédible pour la population et puis donner envie et démontrer également que voter pour l'un ou pour l'autre, oui ou non, ça n'a pas les mêmes conséquences pour l'avenir du canton. Ça peut des fois donner cette impression-là, hein, que peu importe pour qui on vote, finalement le canton reste dans une direction rigoureuse, etc. Alors, j'entends la critique et en même temps, de par ma pratique, j'ai envie de vous dire non. Des projets qui sont menés par une personne de telle sensibilité ou par une personne d'une autre sensibilité ne seront pas menés de la même manière. Et puis après, c'est évident qu'il y a les majorités, hein, et puis qu'on doit travailler et composer avec les différentes sensibilités au sein du Parlement, au sein d'un conseil de ville, au sein d'exécutifs également. Mais pour autant, on peut quand même aujourd'hui, la politique est un domaine où on garde une belle capacité d'action et d'orienter les options pour l'avenir. Concrètement, un projet concret à mettre en place pour intéresser les jeunes à la politique institutionnelle. On voit que beaucoup de jeunes ces dernières années, enfin cette dernière année surtout, se sont mobilisés de manière non conventionnelle dans la rue, pour le climat, pour la grève des femmes. Ça intéresse quand même, la chose publique intéresse, mais comment on fait pour intéresser un jeune aujourd'hui à s'engager dans la vie institutionnelle? Je partage votre constat. Ça veut dire que des thématiques aujourd'hui intéressent. Par contre, après, c'est pour ça que ça revient sur la question du vote à 16 ans. Aujourd'hui, souvent, il y a le cadre institutionnel qui fait un petit peu moins envie. Pour autant, la mobilisation, me semble-t-il, aux élections fédérales était assez bonne. Les thématiques qui ont été portées par la rue se sont transcrites dans les urnes, et ça, c'était une bonne nouvelle. Par contre, au niveau de la traduction, le temps politique n'est pas le même que le temps de la mobilisation. Et puis c'est ça qui est aujourd'hui difficile, c'est qu'une mobilisation, c'est un événement qui est très porteur en termes de dynamique. C'est des moments qui sont enthousiasmants quand c'est suivi, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'après, de retranscrire sa liste, si on veut bien, et puis de pouvoir avoir des réalisations dans le temps politique, la question c'est effectivement de comment est-ce qu'on va pouvoir amener davantage d'éléments de la rue, si on veut bien, dans le cadre institutionnel et pouvoir continuer à porter ces mouvements. Un ministère préféré, si vous êtes élu? Non. Pas de... Non, clairement non. Moi, c'est vraiment l'action gouvernementale qui m'intéresse. Le 9 février, on vote aussi sur la modification de la norme pénale sur l'homophobie. Oui, je me suis engagée d'ailleurs dans cette campagne. C'est une thématique qui me tient à cœur. L'année dernière, j'avais déposé une motion qui n'a malheureusement pas été soutenue au niveau du Parlement pour établir des statistiques en matière d'agression LGBT. Et puis c'est évident pour moi que les discours, les appels à la haine n'ont pas de place au niveau de notre société, au niveau de la scène publique. Il y a aussi la question des féminicides. On a eu un drame récemment à Courfeyre. Est-ce qu'il faut plus de police dans le canton pour répondre à ces agressions? Est-ce que finalement ça passerait pas par des mesures aussi plus je ne pense pas que ce soit qu'on n'arrivera malheureusement pas à avoir un agent ou une agente de police derrière chaque individu.
Donc on doit surtout au niveau de nos discours, et puis ça au niveau du discours politique aussi, et puis de manière générale dans la société, être très ferme sur le fait qu'on ne tolère pas la violence et les appels à la violence, à la haine, que ce soit vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des personnes lesbiennes ou gays. Là, on doit se montrer ferme sur ce qu'on est d'accord ou pas de tolérer, et puis après, chercher à construire une société qui soit tolérante. Et c'est surtout sur cet élément-là où on doit aussi pouvoir se donner des moyens. Une position sur la légalisation du cannabis? Alors, je suis favorable à la légalisation du cannabis, pas à sa libéralisation, mais à sa légalisation, oui. J'aimerais dire aux électrices et aux électeurs que c'est une opportunité que ces élections partielles pour donner un message, et puis c'est un moyen aussi de dire les attentes que vous avez par rapport à l'avenir du canton du Jura et d'exprimer votre avis. Donc je ne peux que vous inviter à aller voter le 9 février. Pour ma part, moi je m'engagerai pour davantage de justice sociale et de plans climatiques dans notre canton. On est un canton qui compte également, et puis que chaque région va compter. Alors on ne va pas changer le monde à nous seuls, mais par contre c'est un investissement pour l'avenir, pour notre société, et puis on doit aujourd'hui prendre des mesures pour nous et nos enfants. 3 petites questions. Votre groupe de musique jurassien préféré? Et vous n'avez pas le droit de me répondre Carousel, Sims ou Kiki Crétin. Eh bien, ça pourrait être les groupes de Jean-Pierre Robert, les groupes rock que j'écoute à la fête de la musique. Il y a Lia, mais c'est plus tout à fait jurassien, Félicien Donzé. Le club sportif que vous suivez et pas le droit de répondre HCA, BC Boncourt ou Volley Franche-Montagne. Parce que je vais au BCB, un peu au HCA. Mes filles, elles font du cirque et de la danse. Donc, alors, le cirque Starlight et puis les activités de l'EJCM, voilà. Et 3 films que vous avez vus en salle en 2019? Alors, le dernier que nous sommes allés voir en famille, c'était pour les filles, alors attendez. Jumanji, qu'on a vu en famille. Jumanji 3, je pense, c'était le film familial de La Reine des Neiges. Et puis, nous sommes allés voir encore A Star is Born. C'est très familial, hein? Oui, voilà.